Secret terrain. Bonjour et bienvenue sur Secret de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. De Bruce Lee à Tigre et Dragon, nombreux sont celles et ceux qui ont grandi en rêvant de temples perdus au sommet d'une montagne chinoise ou de vénérables sages à la barbe immaculée et au coup de pied parfait. Dans une Chine communiste post-Mao, on imagine que la religion a souvent été reléguée au folklore ou à la culture pop. Pourtant, il existe des lieux et des personnes qui tentent tant bien que mal de faire vivre des traditions ancestrales. C'est ainsi que l'anthropologue Adeline Héroux fait la connaissance de Maître Fang. Un jour de printemps de l'année 2013, elle découvre ce que le moine taoïste est en train de bâtir. Je suis partie au début des années 1990 dans la province du Shanxi, donc dans le centre de la Chine, pour étudier, observer la vie dans et autour d'un monastère taoïste, un monastère ordinaire dans une petite ville provinciale en Chine. Et en sachant que je m'intéressais au taoïsme parce que c'est la religion autochtone chinoise, qui est peut-être moins connue que le bouddhisme, parce que le bouddhisme s'est beaucoup répandu en Chine, et qu'il est sûrement la religion la plus importante, mais que le bouddhisme vient d'Inde, alors que le taoïsme est proprement chinois et local. Et donc j'ai étudié ce monastère ordinaire et j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de ce moine taoïste, Maître Fang, que tout le monde m'avait déjà présenté comme la personne qui saurait répondre à mes questions. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais ensuite, je l'ai assez rapidement perdu de vue parce que lui, il était originaire de la région d'à côté, la région de Hankang, et des gens de la région de Hankang étaient venus le chercher pour qu'il les suive et qu'il aille reconstruire un temple dans cette région. En 2012, j'ai fait le choix de lancer un programme de recherche international sur une génération de religieux chinois, donc des différentes religions. Là, en l'occurrence, c'était le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, la religion populaire, qui avaient traversé la révolution culturelle. Donc la révolution culturelle de 1966 à 1976, mais qui, pour les religions en Chine, correspondait à une période plus longue, en fait, puisque toutes les religions ont été interdites du début des années 60 au début des années 80, donc pendant 15-20 ans, en fait, localement. Et ça veut dire que les temples ont été confisqués, les religieux ont été renvoyés à la vie laïque, ont dû prendre de toute autre profession, ils sont devenus médecins, maîtres de marionnettes, photographes, et je voulais comprendre cette période et surtout comprendre comment, en fait, ça avait pu se faire le renouveau religieux au début des années 80 sous la pression populaire, en fait, parce que les gens peuvent pas vivre sans leur religion, et comment, en fait, ces maîtres-là avaient porté ce projet de relancer les religions, en fait. Et là, en l'occurrence, Maître Fang, il était rentré en religion à la fin des années 50. Il avait été forcé de reprendre une autre profession, de travailler dans les champs, alors qu'en plus, il y connaissait rien au départ. Et il a participé aussi à la construction du chemin de fer dans la région. Et il fait partie des quelques-uns qui ont pu faire le choix de revenir à la religion et donc quand ça a été possible, et de non seulement s'atteler à la reconstruction des temples, mais en plus relancer, rediffuser les principes du taoïsme.
一直到81年，这一代都在农村上劳动。那是劳动当中成天的劳动啊！一天一月给你定的25到26个劳动，天数你必须要做到。Je voulais faire cette recherche à ce moment-là parce que c'était, à mon sens, le tout petit interstice où on pouvait conduire ce genre de recherche, puisque ces maîtres religieux étaient en position de parler. Enfin, ils avaient pour beaucoup quitté les postes à responsabilité qu'on leur avait confiés au moment du renouveau religieux, et eux-mêmes acceptaient de parler de cette époque, de revenir, de raconter ce qui s'était passé, et alors qu'ils étaient très âgés. Donc c'est pour ça que je dis un petit interstice avant qu'ils ne disparaissent. Et c'est comme ça que j'ai repensé, j'ai recherché Maître Fang, et je l'ai retrouvé dans probablement l'endroit le plus reculé où j'ai jamais fait des recherches, puisque il était dans un petit temple de montagne, dans un village où même les bus ne montaient pas, ce qui est extrêmement rare en Chine. Il y a plutôt voilà, les transports sont très développés et donc assez inaccessibles. Au bout de la route, en fait. Après, il y a plus rien que des montagnes à perte de vue, et une usine d'eau minérale considérée comme particulièrement vertueuse, et ce temple, en fait, où quand je l'ai rencontré, c'était ce début de temple, puisqu'il amorçait la reconstruction de son 3e temple. On est dans le centre de la Chine, dans la région de Xi'an, donc une des anciennes capitales impériales, une grande ville bien connue notamment pour la découverte archéologique de l'armée en terre cuite. Et on est dans le sud de cette province, dans les moyennes montagnes, non loin du fleuve Han, qui est un affluent du Yangtze-Kiang, et pas très loin du mont Wudangshan, dont se réclament les moines de la région. Je profite d'un camion d'ouvriers qui sont engagés justement pour reconstruire le temple, pour rejoindre le village. Et je m'installe et je reviendrai ensuite très régulièrement dans le temple. Donc j'arrive avec les ouvriers à ce que je croyais être un village. Mais en fait, il y a juste rien, sauf cet ancien temple, donc dans lequel on peut rentrer par une série de marches en pierre. J'arrive dans un grand bâtiment avec une cour carrée au milieu et des ailes de bâtiment autour, et au fond un début de bâtiment qui va devenir une salle de culte ou le lieu principal du temple assez rapidement, mais qui là pour le coup est en travaux. Sur le sol, il reste encore des vieilles stèles à moitié cassées et des statues qui ont été laissées à l'abandon et qui reflètent le fait que le temple ait été transformé en autre chose pendant la révolution culturelle. En l'occurrence, il avait été transformé en école. L'édifice qui est en train d'être construit du temple est pour le coup en bois, peint de couleurs vives, avec des toits en arête de montagne et des sculptures en bois sous les toits qui représentent les temples en Chine. C'est donc un vieux maître taoïste, habillé en maître taoïste, qui ressemble un peu au personnage des
voilà, des légendes de Zhuangzi ou un des fondateurs du taoïsme, ou des récits qu'on entend très souvent en Chine sur les vieux sages dans la montagne, avec sa barbe blanche et son habit de moine. Et ce qui fait contraste, c'est qu'il vit dans des conditions extrêmement simples. Ce pourquoi j'avais choisi de le retrouver lui, c'est qu'entre-temps, j'avais appris un secret par un autre vieux moine d'une autre région auprès de qui j'avais fait déjà une première étude et qui m'avait parlé d'une cérémonie très importante qui avait eu lieu à Pékin en 1989, qui était une cérémonie qui autrefois était traditionnelle en Chine, un rituel de consécration des moines, et qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 40 ans. En fait, c'est les temples qui envoient un ou deux des moines qu'ils considèrent comme les plus vertueux, méritants pour participer à cette cérémonie. Et donc, lui avait été envoyé par le temple de Xi'an où il était à l'époque. Et donc, pendant un mois, ils vont avoir des enseignements, pratiquer des rituels et renouer, là, en l'occurrence, en 1989, avec le taoïsme, en sachant que à l'époque, je crois qu'il y avait 2/3 des moines, j'ai pu l'apprendre ensuite, qui étaient de ces vieux maîtres qui étaient rentrés en religion avant la révolution culturelle, voire pour certains avant Mao, avant l'arrivée de Mao. Donc ce rituel prenait un sens très particulier à cette époque-là, mais surtout ce qui était voilà un secret de moine, c'était que à la fin du rituel, il y a un examen entre eux et un classement des moines par l'abbé honorifique qui donne la cérémonie. À la suite de cet examen, Maître Fang faisait partie des 3 premiers noms. Et c'était pour lui une surprise et assez exceptionnelle parce qu'il était le seul qui venait dans les 3 premiers de la campagne. C'était pas un moine urbain. Donc moi, quand je le retrouve, avec ce secret, c'est-à-dire qu'en sachant qu'il est reconnu au sein de la communauté taoïste des moines de toute la Chine comme un grand maître, mais ça se sait aussi en dehors de la communauté, c'est-à-dire qu'on vient le chercher régulièrement, on l'appelle pour devenir lui-même abbé honorifique dans des grands temples, y compris celui de Pékin, mais lui à chaque fois il refuse, et plus il refuse, en fait, plus il s'éloigne, plus il part dans un endroit reculé. Donc moi je sais ce que les villageois par exemple ne sont pas nécessairement censés savoir eux-mêmes, parce que lui ne dira jamais ça. Je sais sa renommée. Il vient de réussir de convaincre les autorités locales, le cadre du parti qui au départ était pas très favorable, de lui laisser, de lui accorder de reconstruire ce temple. Et lui prend en main les travaux de reconstruction. Quand j'arrive, il avait déjà reconstruit un premier bâtiment et remis la statue de la divinité principale du temple en place. La spécialité de ce moine taoïste, ou ce pourquoi il est extrêmement sollicité, c'est la divination à travers les oracles. Et c'est une forme de divination à écriture, mais en même temps très populaire en Chine. Le principe est que on vient, donc après avoir fait des offrandes en encens et en bougies devant l'autel principal du temple, le requérant va poser sa question, donc soit à haute voix s'il y a un moine dans les parages, soit murmurer seulement une question qu'il adresse aux divinités, et il va se saisir d'un pot en bois dans lequel il y a une centaine de petites tiges en bambou, le secouer, et là normalement une tige va se dégager de toute seule, voire sauter sur le sol, s'extraire du pot à force de le secouer. Et sur cette tige, il y a à la fois un numéro qui va lui permettre de
d'obtenir une petite fiche en papier sur laquelle il y a un poème qui va servir de support à l'interprétation ensuite du moine si un moine est présent, et puis une valeur, c'est-à-dire qu'il y a marqué bonne, moyenne ou mauvaise fiche. Et chaque temple a son jeu de fiches parce que les poèmes auraient été délivrés par les divinités elles-mêmes via une forme d'écriture inspirée. On dit qu'elles ont été transmises par le pinceau du moine ou de la personne qui a recueilli cette parole et cette série de poèmes. C'est une divination qui touche tout le monde. C'est-à-dire que les gens de tout milieu, toute classe sociale viennent solliciter les oracles des dieux pour des questions extrêmement diverses, mais toujours au cœur de leur vie. C'est une sorte d'aide à la prise de décision, en somme, quoi. On voit toutes sortes de gens, que ce soit des paysans du coin qui parfois même vont parcourir des kilomètres à pied parce qu'on est quand même dans la montagne pour venir le consulter, jusqu'à j'ai le souvenir d'avoir vu une fois une Porsche arriver, ce qui est pas courant en Chine, qui est arrivée dans ce village où donc il y a rien, à peine une épicerie et deux femmes jeunes, habillés à la dernière mode, avec les iPhones dernier cri que même moi j'avais jamais vu, et qui viennent au temple aussi avec la même ferveur, rencontrer ce vieux moine et lui parler des difficultés qui sont les leurs. Et lui, en fait, il va prendre tout le monde de la même manière, en fait. Il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec les problèmes de santé, mais aussi des moments difficiles ou des traumatismes que les gens ont traversés, des choix à faire, des caps à franchir un peu dans la vie, notamment au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Est-ce que on a rencontré la bonne personne? Est-ce qu'on doit se lancer dans telle direction, changer de lieu, aller travailler ailleurs, ou au contraire rester chez soi? Mais ce qui est très intéressant, c'est que aussi, très souvent, les gens posent des questions, non pas pour eux-mêmes, mais pour d'autres personnes. Je focalisais mon attention sur ce moine qui m'intéressait particulièrement pour les savoirs et les rituels dont il était dépositaire. Je m'intéressais aussi au temple parce que ça m'a frappé de voir à quelle vitesse en fait il a été reconstruit, puisque moi donc je retournais chaque année, parfois 2 fois par an, en restant le plus longtemps possible que je pouvais localement. Et c'était vraiment frappant parce que en 2 ans, le temple entier a été reconstruit, même Maître Fang lui-même était surpris parce qu'il avait fait un plan de reconstruction à 5 ou 6 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'indicateur du changement finalement était ailleurs, était hors de mon champ, à travers une séance de divination qui un jour m'a vraiment interpellée, parce que c'est un homme qui était venu accompagné d'un ami ou d'un parent, je sais pas, comme quand on vient poser une question vraiment importante. Sinon, si c'est une petite question plus simple, on peut passer comme ça au temple tout seul, mais quand on vient accompagner, c'est que voilà, on a besoin de courage. Et j'observe cette séance parce que ça m'intéressait beaucoup de voir ce que les gens peuvent dire, comment ils formulent les choses, comment ça reflète la vie des gens aujourd'hui en Chine et les difficultés qu'ils rencontrent, et qu'est-ce qu'on vient demander du coup à un vieux maître dans la montagne. Et donc lui pose sa question, et il s'agissait de
de savoir à quel moment il pouvait percer une porte au premier étage de sa maison. Et donc, sur le coup, je me suis dit, je dois mal avoir compris la question, il y a le dialecte local, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Et donc, j'avais enregistré la question, j'ai fait réécouter à un ami, collègue à moi, chinois, pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que c'était pas lié... Parce que je me disais, c'est quand même très matériel comme question pour... Alors certes, les gens localement ne sont pas nécessairement au courant du fait que ce soit un très grand maître dans la montagne. Peut-être que eux, ils le voient d'abord comme le moine du village. Mais malgré tout, ça me surprenait par rapport à tout ce que j'avais entendu jusque-là. Et c'est plusieurs semaines après que j'ai vraiment réalisé que sa question était d'une grande importance. Et c'était mon regard à moi qui l'avait pas vu du premier abord, puisqu'en fait, il avait emménagé dans le nouveau village qui avait été construit face au temple et qui avait totalement changé la morphologie de la vie locale, puisque autrefois ce village était organisé autour d'un habitat dispersé où les gens avaient chacun leur maison qui était aussi leur ferme, en pisé dans la montagne, pas nécessairement groupées. Parfois il y avait des petits hameaux, mais les maisons étaient très séparées. Et là, avec la reconstruction du temple, les autorités locales qui au départ étaient un peu réticentes à voir revenir ce moine, finalement avaient fait le choix de développer la région autour du temple. Ils ont construit un village face au temple et le village s'est construit à une rapidité absolument surprenante. Alors moi je le voyais au jour le jour, et d'année en année. Enfin là, ça s'est fait aussi sur 2 ans. Mais j'avais pas mesuré l'importance que ça représentait dans la vie des gens. Alors pour eux, pour les gens, ça représente un changement même dans le confort de vie, parce qu'il y a du carrelage, alors qu'avant c'était des maisons avec le sol en terre. Il y a plus de confort, du chauffage, la ventilation, des sanitaires, mais en même temps il y a des voisins. Et les maisons sont toutes pareilles. Et on sait en Chine l'importance du lieu et de l'énergie que l'on prête au lieu. On parle du feng shui. Et donc lui, finalement, il se souciait à la fois du feng shui de sa propre maison, mais aussi de la manière de la personnaliser, de la rendre sienne. Et donc, cette question au départ purement matérielle, qui paraissait presque subalterne, était une question de grande importance et qui m'a fait comprendre comment, en fait, le temple avait finalement transformé le lieu. Et en fait, le temple est devenu un véritable moteur pour l'économie locale. Puisque, du coup, il a entraîné la construction de ce village face au temple, mais aussi, alors là, par exemple, les temples en Chine, ils fonctionnent généralement par 2. Il y a dans les montagnes, il y a le temple du bas et le temple tout en haut de la montagne qui lui fait face. Et donc là, c'est le cas aussi. Et il y a un petit temple absolument sublime tout en haut de la montagne face à ce temple-là. Et du coup, on va loin dans le projet de transformation du lieu, puisque de fait, il y a des maisons d'hôtes qui ont ouvert. Donc les villages, il y a certains villageois qui sont revenus, des jeunes en fait, pour développer le village. Mais aussi, on a le projet de construire un téléphérique pour que le temple du bas rejoigne le temple du haut et d'en faire véritablement une attraction touristique. Comme les choses vont vite, le changement est parfois exceptionnel, mais aussi très angoissant pour les gens. Et du coup, il y a un retour vers les temples pour essayer de médiatiser ce changement, de l'accompagner. Les gens viennent exprimer un certain nombre d'inquiétudes. Et face à ce champ des possibles et aux transformations des modes de vie et de la société. Et donc, on est dans une sorte de cercle vertueux, puisque en Chine, il y a cette idée que quand on vient au temple exprimer une requête aux divinités, si notre vœu est exaucé, on est obligé de revenir pour remercier les divinités et faire un don. Et donc, il y a vraiment cette idée de plus les gens reviennent et font des dons importants, plus ça reflète l'efficacité du temple. En
fait, on est du coup dans un paysage de moyenne montagne, très verdoyante, avec des cultures en terrasse, notamment de riz, donc des rizières qui donnent un paysage considéré comme particulièrement beau, mais aussi efficace. Mais l'endroit même du temple, c'est-à-dire que quand il y a un bon feng shui ou le lieu est considéré comme particulièrement propice, en général, il y a des manifestations particulières qui vont confirmer le caractère exceptionnel du lieu. Et à cet endroit, on raconte que le temple, au tout départ, dans son histoire, au XVIe siècle, a été fondé par un moine bouddhiste qui, en fait, était juste passé par là au détour d'un voyage et qui avait voulu aller boire dans le puits de ce lieu et avait pu observer le reflet de la lune alors qu'on était en plein jour, en pleine lumière. Donc cet événement considéré comme miraculeux l'avait convaincu que le lieu était exceptionnel et il s'était arrêté là. Il avait construit un temple qui ensuite est passé aux mains des taoïstes après sa mort, puisqu'il n'avait pas de disciples pour prendre sa suite, et ces deux autres moines qui étaient passés par là, qui avaient repris ce lieu au caractère particulièrement faste. Certains matins, au lever du soleil, on peut voir ou se retrouver pris dans ce qu'on appelle la Yunhai, la mer de nuages. C'est-à-dire qu'on voit le lever du soleil au-dessus de la mer des nuages. Donc c'est des moments particulièrement rares, mais qui dénotent aussi des lieux particulièrement rares, où dans certaines montagnes chinoises, on peut contempler en fait, ce genre de manifestation du paysage. Quand je suis arrivée la toute première fois au temple du reflet de la lune, j'ai trouvé une stèle sur laquelle était marquée une phrase très particulière qui m'a semblé être prémonitoire. C'est une stèle qui avait été gravée en 1809, qui disait « Un lieu doté d'une bonne énergie ou d'un bon feng shui devient propice aux réalisations ou auspicieux que s'il a un bon gérant sachant en faire usage. Sans un homme capable de bien l'administrer, le site perdra son efficacité rituelle, il tombera à l'abandon et ses murs s'effondreront. Un homme de talent n'est rien s'il ne trouve pas un lieu qui lui permette de faire usage de son talent. S'il trouve un tel lieu, son talent pourra donner sa pleine mesure et même s'accroître. C'est ainsi que le lieu et l'homme deviennent complémentaires dans leur rayonnement. » Voilà, ça m'a vraiment troublée pour moi qui lisais cette stèle au moment où j'observais justement la venue de ce moine qui était renommé dans la communauté taoïste, dans la Chine entière, mais qui partait volontairement dans un lieu reculé et qui avait su saisir le caractère hors du commun du lieu et reconstruire ce temple à cet endroit précis où il n'était jamais venu avant et où il n'avait pas particulièrement de connexion. Et Maître Feng, lui, il a perçu en fait le caractère particulier du paysage et il a fait une inscription sur le portique tout en bas de la route qui mène au temple. Et d'un côté, il y a une inscription un peu officielle du maire et de l'autre côté, il y a une inscription taoïste que lui a marquée et qui dit « Les montagnes vertes composent une peinture sans encre. Qingshan Pu Mo, Tian Qiu Hua. L'eau des ruisseaux, une musique sans instrument. Liu Shui, Wu Xian, Wang Gu Qin. » Shang Tan Qi En 2021, Maître Feng a confié le temple du reflet de la lune à l'un de ses disciples. Maître Feng, lui, est parti sur les rives du fleuve Han, travailler à la reconstruction d'un 5e temple,
où Adeline Héroux espère se rendre dans les mois à venir. Si l'histoire de Maître Fang vous a plu, retrouvez les articles d'Adeline Héroux sur The Conversation France, ainsi que sur le blog de la revue Terrain. Secret, secret, terrain. Vous avez écouté Secret de Terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.